Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez soit en live sur bismart.fr, soit sur vos box à la télévision et en replay bien sûr, ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'une accalmie qui s'est propagée pendant quelques heures sur les marchés globaux après les tensions qu'on a observées il y a encore quelques heures à peine sur les taux longs et sur le dollar qui sont les deux actifs clés qui sont sous surveillance aujourd'hui et qui mettent de la pression sur les actifs risqués comme les indices actions. Accalmie de courte durée peut-être, puisqu'on voit certains de ces nœuds de tension revenir assez vite sur le devant de la scène. Les taux restent quand même collés à leur sommet récent. Le dollar est toujours très très fort. On notera quand même que certaines données macroéconomiques viennent peut-être calmer un petit peu ces tensions fortes observées sur les marchés, à commencer par les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de septembre aux États-Unis, ou encore la légère réduction de l'indice d'activité dans le secteur des services aux États-Unis, l'ISM Service qui a été publié cet après-midi. Vous aurez le détail dans un instant pour cette séance en cours avec Côme Dubois. Dollar et taux long sont donc les deux actifs clés sous surveillance en ce moment. Le sujet de discussion principal avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Jusqu'où? Quelle est la limite? Quel peut être le coupe-circuit qui viendrait peut-être casser ou atténuer cette tendance haussière sur le dollar et cette correction qui s'est intensifiée à nouveau sur la partie longue des courbes obligataires? Discussion à suivre donc avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous évoquerons le sujet de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la gestion et à l'univers des sociétés de gestion. C'est le président d'Arkea IS, François Deltour, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45 pour ce sujet industriel. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Côme Dubois vous résume les infos clés du jour sur les marchés. La Bourse de Paris tente de rebondir ce mercredi, porté par un nouveau signal de détente sur le marché de l'emploi américain. Selon l'enquête du cabinet ADP, le secteur privé a créé 89 000 postes en septembre, soit nettement moins que les 180 000 du mois d'août et moins que ce qui était attendu par le consensus des économistes. Ce signe de ralentissement de la dynamique de l'emploi aux États-Unis redonne espoir au marché qui espère désormais que la Fed se montrera moins intransigeante dans sa politique monétaire. Du côté de la zone euro, l'indice PMI composite définitif, qui représente l'activité globale du secteur privé, s'améliore à 47,2 en septembre contre 46,7 en août. Du côté des valeurs, parmi les titres qui ont soutenu le rebond du CAC, on peut noter Hermès, LVMH et Orange, qui ont progressé chacun jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Du côté des introductions en bourse, en Suisse, le laboratoire Sandoz, spécialiste des médicaments génériques issus des géants Novartis, a ouvert à 24 francs suisses pour sa première cotation, soit une baisse de 20% par rapport à son prix d'introduction. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale allemande et américaine pour le mois d'août, ainsi que l'indicateur hebdomadaire américain pour les inscriptions au chômage. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Côme Dubois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Sunny Asset Management. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance et Wilfried Galland à nos côtés également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Il y a toujours plusieurs facteurs qui peuvent déterminer les mouvements obligataires, les mouvements de devises également. Si on parle de l'ascension irrésistible du dollar et de cette correction obligataire qui s'est intensifiée ces dernières semaines sur les parties longues de courbe aux États-Unis, en Europe, Wilfried, quels sont les facteurs à l'œuvre dominants aujourd'hui? Quel est le rationnel de ces mouvements? Qu'est-ce que ces mouvements peuvent annoncer ou préannoncer quand on est sur les marchés? Et où est la limite? Quels sont les coupes-circuits aujourd'hui, si on considère que cette envolée des taux longs et du dollar
a rencontré assez peu de résistance jusqu'à présent. On a l'impression d'un mouvement un peu bulldozer. Oui, tout à fait. Alors, ça fait beaucoup de questions. On a 40 minutes. Ouais, là on est effectivement au cœur du sujet. Tout le paradoxe, c'est les marchés s'inquiètent alors que normalement, une repentification de la courbe, comme on l'a connu, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on voit une inversion de la courbe des taux, tout le monde se dit « Ouh là là, c'est terrible, ça veut dire qu'on va vers une récession importante ». Et là, on a le mouvement inverse. Et là, tout le monde se dit « C'est terrible, ça veut dire que, on va probablement pas éviter la récession et en plus, on va se prendre des coûts de financement considérables ». Je pense qu'à l'œuvre, il y a effectivement plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la prise en compte que les banques centrales sont décidément asymétriques. C'est-à-dire, elles nous le disent depuis déjà un certain temps, mais les marchés ont eu du mal à l'intégrer. Au-delà du côté rhétorique, au-delà du côté « je pilote les anticipations », elles nous disent « j'ai un côté asymétrique », c'est-à-dire si j'ai des bonnes nouvelles sur l'inflation, je resterai avec des taux stables. Si j'ai des mauvaises nouvelles sur l'inflation, alors je vais continuer à monter mes taux. Et je n'ai pas une approche d'équilibre, je n'ai pas une approche symétrique. Et donc, les marchés, depuis le 14 septembre, depuis la réunion de la Fed, disent « ok, ça veut dire qu'en fait, on s'est trompé et on va avoir des taux effectivement plus longs pour longtemps ». Ce n'est pas juste une histoire de piloter les anticipations d'inflation des acteurs, c'est notre environnement financier qui change. Donc ça, c'est quand même déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va probablement vers un régime d'inflation qui sera légèrement supérieur à 2%. Alors moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais effectivement, quand on voit les tensions sur les marchés énergétiques, on sait que les marchés énergétiques, y compris d'ailleurs quand on voit l'impact sur la partie cœur de l'inflation, il y a un impact direct quelques mois plus tard. Quand vous regardez les prix du pétrole sont directement corrélés aux inflations cœur. Et donc ça veut dire qu'on aura du mal à descendre véritablement de 3% à 2%. Et les banquiers centraux, toujours eux, nous disent « moi, mon objectif, c'est 2%, donc tant que je ne serai pas à 2%, si je suis à 2%, ils commencent à dire « il sera peut-être l'occasion de revoir un peu nos objectifs, tant qu'on n'est pas à 2%, je continuerai ma politique ». Et là, ça inquiète un petit peu tout le monde, d'autant plus, et c'est le troisième élément, qu'on a des indicateurs économiques qui sont certes en stabilisation sur la partie en particulier, on pourrait y revenir, manufacturière, y compris chinoise. Donc ça montre qu'on a quelques green shoots dans l'économie, tout n'est pas noir. Mais sur la partie véritablement traction de l'économie, on a des signaux de faiblesse qui se mettent en place. On voit que l'ISM Service, justement, qui est sorti aujourd'hui, il est sorti quand même en territoire, certes d'expansion, mais l'expansion de plus en plus légère. On voit que la partie nouvelle commande de l'ISM Service est en revanche en territoire de très forte contraction. On est juste au-dessus de 43, on a 42 et quelques, je crois. Donc véritablement, c'est un sujet sur la partie américaine. On voit que la consommation n'est plus peut-être cette espèce de moteur et on n'a pas d'autres moteurs dans l'économie. Et donc, les marchés nous disent, mais finalement, on a un peu le pire des mondes qu'on imaginait, c'est-à-dire un petit peu plus d'inflation, un environnement financier fort, fortement restrictif, sur lequel on va avoir encore peut-être des effets retard qui ne sont pas encore complètement déroulés. Et en plus, on a un ralentissement économique qui a lieu. Donc tant qu'on n'a pas de bonnes nouvelles, soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'un pivot des banques centrales, soit de plus que de green shoots, un peu plus de voilà que ça monte un peu plus, on reste extrêmement prudent. Et là, effectivement, jusqu'à quand? Je pense qu'on n'est peut-être pas encore complètement au bout de ce mouvement-là. Néanmoins, des seuils psychologiques, le 5% sur le 10 ans US, je pense que ça sera quand même. Ouais, je pense que le 5%, il y aura quand même un effet respiration qui sera important. Ouais. Non, mais c'est vrai que la calmie qu'on a observée pour quelques heures, elle vient après effectivement des niveaux extrêmes déjà et une rapidité, une intensité du mouvement qui a été très forte. Pas loin de la parité euro-dollar pour arriver jusque-là. Si on parle de seuil psychologique, on n'est peut-être pas très loin de ça. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a une période un peu creuse. Alors il y a le CPI la semaine prochaine aux États-Unis, l'inflation, mais c'est vrai que les prochaines communications de banque centrale, c'est pas avant la toute fin du mois, je crois, pour la BCE et même début novembre sur la Réserve fédérale américaine. Étienne, quelle lecture est-ce que vous faites de ces mouvements de marché qui nous animent depuis quelques semaines, même depuis cet été, mais c'est vrai que voilà, les mouvements de correction obligataire, notamment sur la partie longue, se sont intensifiés ces dernières semaines avec des taux réels. Bon, on peut les mesurer de plusieurs façons, mais aux États-Unis, on peut mesurer qu'on est à plus de 2% de taux réels désormais. Non, mais exactement, c'est une très bonne remarque de commencer par les taux réels, parce que dans cette remontée des taux, c'est surtout les
les nominaux qui montent beaucoup plus vite que les break-even, c'est-à-dire les anticipations d'inflation. Et donc, je crois que le phénomène de remontée des taux qui est global, non seulement aux États-Unis, mais aux frontières des États-Unis, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays développés, en Australie, au Canada, et également en Europe, ne sont pas tellement liés, pour le moment en tout cas, à une peur d'une inflation de deuxième tour ou d'une inflation qui pourrait être causée par l'énergie ou en tout cas par le pétrole, mais qui sont beaucoup plus à mettre en lien avec cette idée de taux réel et de différentiel finalement de croissance entre les États-Unis et le reste du monde. Le mouvement, il a été déclenché finalement, je crois, par Jérôme Powell à la fin du dernier FOMC, au moment où il revoit à la hausse les perspectives de croissance pour l'année 2024 et 2025. Et en disant cela, alors que finalement on n'y croit pas vraiment tellement, mais quand on communique sur l'augmentation des perspectives de croissance, ça a pour effet en économétrie de faire monter les taux réels. Et il se trouve que cette augmentation des taux, elle se fait effectivement à un moment précis où on rentre dans un univers qui est un univers de crise de la dette. Alors on a l'habitude que les crises de la dette démarrent plutôt dans les pays sous-développés, les pays émergents ou éventuellement en Europe. Et aujourd'hui, en fait, l'épicentre de cette crise de la dette, ce sont les États-Unis. Et donc à un moment où on prévoit à la fois, où on communique à la fois que les taux vont rester effectivement hauts pendant longtemps du fait d'un différentiel de croissance qui serait, ou d'une croissance américaine en tout cas qui serait élevée, se produit également très précisément une question sur la soutenabilité de la dette américaine et notamment des chiffres qui ont été communiqués au cours de cette année, donc en milliers d'années, sur où sera le déficit budgétaire dans 10 ans. Et le Trésor US dit le déficit budgétaire dans 10 ans, il sera à 7,5%. Ce qui est une hypothèse qui est complètement fausse. Personne n'y croit. Et ça pose un gros sujet qui est celui de la crédibilité des perspectives ou la crédibilité de comment l'administration américaine, en particulier quand se produisent des shutdowns. Donc là, on a finalement tout un faisceau d'éléments qui viennent mettre un doute sur est-ce que la dette américaine est une dette stable. Il ne peut pas y avoir de dette américaine forte avec un État faible, c'est pas possible. Et donc les taux remontent et ça paraît finalement assez inéluctable. Vous étiez venu nous dire, c'était peut-être il y a une paire d'années à peine, alors avec le côté un peu provocateur qu'on peut connaître chez vous, Étienne. Les États-Unis sont en train de devenir un pays émergent. Je me demande d'ailleurs si c'était pas à l'occasion d'un shutdown aussi, peut-être sous Trump, ou je me souviens plus exactement du moment. Mais c'était toujours cette histoire de dysfonctionnement politique à Washington. C'est là aussi le sujet du moment, avec l'idée que le dollar est notre monnaie, que les déficits peuvent courir à des niveaux que d'autres pays ne peuvent pas se permettre. Vous dites là, on est quand même à un point de rendez-vous où même si c'est le dollar, même si ce sont les États-Unis et les porte-avions, je me tourne vers Wilfried, le point d'ancrage mondial du système économique et financier qu'est le dollar soulève quand même des interrogations aujourd'hui. Ah ben exactement, cette réflexion sur le fait que les États-Unis ou que les Américains se mettent à parler portugais sans le savoir, c'est-à-dire utilisent finalement des langues comme au Brésil par exemple, eh bien est d'autant plus d'actualité. Alors à l'époque, j'essayais plutôt de pointer le protectionnisme, le recours au protectionnisme, la polarisation de la politique américaine, la disparité des richesses. Mais ce sujet de la polarisation de la politique américaine, il revient aujourd'hui en c'est-à-dire qu'il ne fait qu'être exacerbé depuis le moment où vous en avez parlé. Oui. On le voit bien avec l'éviction de McCarthy. McCarthy, rappelons-le, qui fut élu après au moins 15 itérations en début d'année, c'est-à-dire qu'il a fallu une semaine de vote et 15 itérations avant qu'il ne soit élu. On peut douter de l'attractivité de son poste pour les semaines qui viennent. Et on peut douter... Alors c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que sans représentant, vous ne pouvez pas avoir de travail législatif. Donc, il se trouve qu'il y a quand même un travail législatif très important à mener dans les jours qui viennent. Il y a un petit boulot, Il y a un peu de travail. Donc finalement... tout concourt à cette pression sur la dette américaine et ça me paraît pas nécessairement lié au prix du pétrole et ce d'autant plus que finalement dans les prix du pétrole qu'est-ce qui se passe, l'ajustement haussier des prix ne vient pas d'une demande qui se serait accélérée quand bien même je sais bien la croissance mondiale aurait été légèrement plus forte qu'anticipée par rapport à il y a un an, mais l'ajustement des prix il vient d'un choc de supply. Donc ce type d'ajustement
est susceptible de casser la croissance et donc de tout naturellement faire baisser pour 2024 les prix du pétrole. C'est exactement ce que D'ailleurs, c'est dit ce qu'on voit. l'agence S'il y a un truc qui monte plus, là, aujourd'hui, c'est le pétrole. Vous regardez la courbe du pétrole à terme, donc le pétrole dans un an, il est $20 plus bas que le pétrole aujourd'hui. Bon, mais il ne faut pas minorer, vous dites, le facteur politique ou le risque politique, sur les taux US, là, dans les mouvements qu'on a vus ces dernières semaines. Ouais. Ah oui, non, absolument. Non, mais c'est pour que ce soit bien clair, parce qu'on pourra peut-être y revenir. Je poursuis le tour de table avec vous, Eric. Là, sur les marchés, il y a aussi l'idée de la résilience des indices actions aussi derrière tous ces mouvements. Donc je vous laisse. Mais juste sur les taux, commenter. je pense que c'est effectivement l'intervention. Je trouve ça génial parce qu'en fait, on est passé d'une obsession des prix de l'inflation il y a 15 jours, 3 semaines, à une espèce d'incertitude. Alors ça a commencé un statut de scénario. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis? On a vu les courbes de croissance remonter. Après, des interrogations sur le déficit budgétaire, sur la soutenabilité de la dette, sur des ventes des pays émergents d'obligations. En fait, une incertitude qui fait que les taux longs, maintenant, méritent une prime supérieure, à mon avis, et se sentent le higher for longer. On voit bien que c'était pas juste un épiphénomène. Ça va rester longtemps incertain. Et donc, aujourd'hui, pour rester bloqué longtemps sur des obligations, il faut un taux supérieur. Voilà. Donc, je reviens à la case départ. Le taux d'équilibre sur le marché obligataire est toujours pas trouvé. Je dis depuis des mois et des mois. Ouais. Quand je serai prêt à acheter de l'obligation, quel que soit, on y sera. Mais on n'y est pas parce que peut-être sûrement par des fantasmes, des tas de trucs, mais pour pas l'instant, avec la duration. Ça peut pas le faire. Donc, mais c'est après un mécanisme qui s'auto-entretient. Alors, on peut le justifier avec tout ce qu'on veut, mais quand on part comme ça, avec toutes ces interrogations, ces explications, c'est qu'il faut attendre qu'on se repose un peu pour avoir les comment ça s'autorégule à un moment, parce que on sait qu'il y a des points de rupture. Je veux dire, on a déjà refermé assez vite la parenthèse SVB. Il y avait eu la crise des LDI britanniques en octobre 2022, l'explosion de la bulle crypto, FTX, etc. Enfin, des petits craquements, on en a eu déjà. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. SVB, ça a quand même calmé beaucoup de monde à l'époque. Et puis, quelques semaines après, effectivement, ça s'est refermé assez tranquillement. Alors, ça se réduit quand le marché, l'économie, c'est où les prix et les quantités. Donc, quand les prix, c'est plus important, c'est les quantités. Et donc, je pense que l'ajustement, ça va être par les quantités, mais ça va être brutal. D'un seul coup, on va dire, mais wow, on a fumé la moquette, mais non, attendez, la contraction va être très, très sévère. Et auquel cas, on sera, waouh, je suis content avec mes 5% sur mes emprunts monétaires, parce que les mois qui arrivent vont être chauds. Voilà, premier scénario, prix, ou alors un problème financier, tout simplement. Ça a tellement monté qu'il y a des craquements dans le marché financier. Et auquel cas, là encore, on sera bien content d'avoir un refuge obligataire. Mais tant qu'il n'y a pas cette peur-là, ou d'un choc financier, ou d'un hard landing, plutôt qu'un soft, on n'a pas vous dites, d'accord. Enfin, oui, je comprends. Il faut que cette peur arrive dans le marché pour que c'est points. Alors, mais non, mais c'est où est la limite? Non, mais c'est ça l'histoire. Wilfried. En fait, dans les mouvements qu'on voit depuis déjà quelques jours, pour moi, ils traduisent la prise en compte, je fais un peu la synthèse de ce qui vient d'être dit, d'un nouvel environnement financier. Et le nouvel environnement financier général, c'est effectivement qu'on a des banques centrales qui sont prêtes à maintenir, voire à augmenter encore les coûts de financement. Surtout, elles ont l'air d'avoir... Là-dessus, Wilfried, j'ai le sentiment, au regard des communications de septembre, il y a peut-être encore un risque asymétrique, mais l'appétit est peut-être un peu moins prononcé quand même pour The Last One. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Néanmoins, le point quand même clé, c'est qu'on a une baisse du bilan des banques centrales qui est extrêmement rapide. Et donc, ça veut dire qu'on a un environnement financier où on n'a plus cet acheteur en dernier ressort, plus du tout. Au contraire, il tire dans l'autre sens. Et ça nous donne, en fait, des conditions générales de financement. Et d'ailleurs, les banquiers centraux ont commencé à le reconnaître en disant ce qu'on voit apparaître aujourd'hui sur les parties longues de la courbe qui reflètent ça précisément, ça fait partie du resserrement monétaire. Et donc, ça fait partie des doutes précisément sur le financement futur des États. Et ça fait partie des doutes sur les équilibres offre-demande entre l'offre d'obligations, la demande d'obligations. Comment est-ce que tout ceci va s'équilibrer alors qu'on voit qu'on a
des zones géographiques qui sont en train de s'écarter de plus en plus. On voit par exemple que on a de moins en moins de dettes d'État américaines dans des pays qui traditionnellement en achetaient beaucoup, dans les pays du Golfe, en Chine, voilà. L'Arabie Saoudite, le Japon, tous ces acheteurs un peu contraints, insensibles au prix, exactement, ont changé un peu de stratégie. Et donc ça veut dire que globalement, on est en train, peut-être de façon structurelle, et c'est ça que traduit aujourd'hui les mouvements de marché, on est en train effectivement de changer cet environnement-là, et donc d'avoir ce début, alors on n'est pas une panique, mais en tout cas ce début de vertige devant l'environnement qui nous attend. Et une fois que tout ceci sera effectivement stabilisé, et ça se stabilise toujours plus vite que ce qu'on pense, mais on est en train d'être dans ce mouvement-là. Effectivement, après, on pourra se dire, effectivement, là, on a plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, en fait. Exactement. Voilà. On ne sait pas où il est l'équilibre. Quels sont les coupes-circuits, Étienne ? Qu'est-ce qui peut calmer un peu la situation en attendant les prochaines communications de Banque centrale ? Ça n'est que quelques semaines, mais dans le temps des marchés, ça peut être assez long. Pour nous, c'est très long. Surtout que le mois d'octobre est toujours réputé pour étant un mois bizarre. qui voit des points bas arriver parfois sur les marchés. Si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, par exemple, et du mois d'octobre ou novembre de l'année dernière, le coupe-circuit, il est politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'équivalent d'une listeuse qui soit oustée, qui soit mise dehors. On ne voit pas très bien comment cette mécanique pourrait se mettre en place de manière aussi rapide et efficace en Europe ou aux États-Unis. Donc, même s'il y a un cycle électoral politique qui va nous accompagner. Oui, mais je doute que ce cycle électoral soit vraiment très favorable à la baisse de la dépense publique, l'augmentation des taxes, etc. On sait déjà que ce n'est pas vraiment des thèmes de campagne pour l'année qui vient, en tout cas aux États-Unis. Et donc, on peut quand même être assez pessimiste, pardon de l'être, mais sur la trajectoire des taux d'intérêt, notamment parce qu'elle est voulue, elle est volontaire. C'est-à-dire, on arrive à un moment donné quand même où on sent la morsure des taux courts sur l'économie. On peut prendre un exemple, il y a eu un chiffre tout à l'heure qui m'a interpellé, qui est la contraction du nombre de crédits immobiliers aux États-Unis pour le mois de septembre. Donc on a une demande en crédit immobilier qui se contracte, moins 6% pour le mois de septembre, ce qui est un premier signal, si vous voulez, que cette anomalie qui était jusqu'à présent la résilience du marché immobilier, et c'est un premier signal que cette anomalie peut se corriger. Mais cette correction va se faire lentement, assez lentement, parce que la remontée des taux d'intérêt, donc des taux longs, est une volonté pour faire face à la pression sociale, pour faire face à la morsure, effectivement, que l'on perçoit déjà un peu sur l'économie américaine ou sur l'économie européenne. Il faut vraisemblablement se calmer sur les taux courts et vraisemblablement en finir avec les hausses des taux directeurs. Et peut-être qu'on peut penser qu'on n'en est pas trop loin en Europe. Aux États-Unis, il y a un point d'interrogation, mais bon an, mal an, quand même, une grosse partie du travail a été fait. Néanmoins, on ne peut pas laisser des courbes de taux inversées. Et générer de l'appétit pour le risque ou donner une fausse appréciation ou une fausse illusion que les taux d'intérêt pourraient baisser dans le futur. Donc là, vous dites qu'il faut que les taux courts baissent. Les taux courts vont rester, à mon avis, là où ils le sont. En revanche, cette remontée des taux longs, elle est souhaitée, elle est volontaire et elle va se faire. Et donc, vous me demandiez où se trouve finalement le point d'arrêt pour les taux longs. Le point d'arrêt, il est vraisemblablement à pente positive. Donc, sur le 2 ans, 10 ans, si on se remet par exemple en 2009, vous avez 300 BP de pente positive entre le taux 2 ans et le taux 10 ans. Et on est allé jusqu'à moins 100, c'est ça Et on est allé jusqu'à moins 100, moins 150. Donc, on a vraisemblablement, pourquoi pas, c'est une possibilité, encore 300 BP de souffrance sur les taux longs américains. Le 50-30 ans est plus inversé, j'ai vu. Oui. C'est déjà une partie, quoi. Réjouissons-nous. Non, mais après, le point, c'est la cécité. Mais ce que vous décrivez là, c'est un mouvement long ? Oui, c'est un mouvement long, mais malheureusement, on sait que c'est comme le soft landing. C'est une incantation. Si vous voulez, tous les hard landing ont été c'est un objectif. Tous les hard landing ont été précédés d'un soft landing. D'accord, oui. Donc la remontée des taux longs, malheureusement, il est à craindre, et on le voit aujourd'hui, qu'elle se fasse par escalier au fur et à mesure qu'on prend effectivement en compte et qu'on écoute les banquiers centraux. Et ça fait quand même plus d'1 an qu'on parle de higher for longer. Donc short duration, en traduction en termes de position d'investisseurs aujourd'hui ? Si vous pouvez l'implémenter de manière pratique, sans danger, effectivement, c'est pas complètement idiot. Néanmoins, à tout moment... Non, mais c'est la philosophie. C'est la philosophie, mais néanmoins, à tout moment,
moment, on prend le risque d'un SVB qui vient faire baisser violemment les taux d'intérêt. Donc, sauf que c'est impossible. On ne peut pas avoir des taux nominaux. On peut pas avoir des taux nominaux longs aussi élevés. Je sais pas, il était à 10. Simplement parce que on a des problèmes d'investissement très importants. Enfin, que ce soit public, que ce soit pour le durable. Oui, c'est la limite politique. Donc il y a une limite politique. Voilà, on ne peut pas. Donc, il faudra que ça baisse parce que au fur et à mesure que les taux vont monter, là, on aura un gros problème de croissance de toute façon et puis de soutenabilité. Oui. Donc, les taux, ça se fera un ajustement par les taux courts. Mais pas, on ne pourra pas remonter des taux longs aussi forts que ça. Je suis d'accord avec ça. En fait, si on reprend votre question qui était excellente. Je ne sais même plus laquelle c'était d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on en sort? Oui, il y en avait tellement. Voilà, faut les choisir. Comment est-ce qu'on en sort? Je pense qu'on peut en sortir de deux façons. Soit on en sort par les taux, soit on en sort par la croissance. En sortir par les taux, ça veut dire un pivot des banques centrales. Ça veut dire, à un moment donné, les banques centrales disent « je suis allé trop loin, trop vite, trop fort, et je retrouve une symétrie, au minimum d'abord, dans un premier temps, une symétrie d'approche, et je suis prêt, peut-être plus vite que ce que vous pensiez, à soutenir l'activité en baissant les taux si jamais c'est nécessaire. Ce qu'elles n'ont jamais dit jusqu'à présent. Elles ont dit soit je reste élevé, soit je monte. Mais elles n'ont jamais dit je suis prêt à baisser rapidement. Elles ont dit oh là là, c'est dans un an. Donc ça, c'est la première voie de sortie. La deuxième voie de sortie, ce serait, moi je l'ai longtemps espéré, mais maintenant mon espérance a décliné au fur et à mesure que le temps a passé, c'est une véritable relance de la part de la Chine. C'est une relance de la demande chinoise. Aujourd'hui, on ne l'a pas du tout. Et aujourd'hui, on a véritablement ce problème de trou noir de la demande chinoise qui emmène à la fois la zone Asie et l'ensemble du monde dans une croissance qui est relativement faible. Jusqu'à présent, ils ont toujours refusé de le faire en considérant que Xi Jinping a toujours considéré que 2008 était une erreur majeure qui avait fragilisé le système financier chinois et qu'il fallait plutôt préférer l'amertume, je le cite, qui était le préalable à la grandeur, plutôt que la prospérité. Bon, très bien, mais effectivement, nous, on préférerait qu'effectivement, il relance sa demande directement. Pour l'instant, il ne le fait pas, mais si c'était le cas, alors effectivement, on aurait de nouveau cette espèce d'élan qui nous permettrait d'avoir des taux longs, mais compensés par une croissance générale plus forte. Et un stabilisateur, quoi. Et si en plus, on pouvait avoir en même temps un pivot, alors là, ma félicité serait complète. Ouais. Juste sur l'histoire du pivot, là, parce que, non mais, vous l'avez signalé, quand la Fed, en septembre, non seulement remonte ses projections de croissance pour 2023, à un trimestre de la fin de l'année, il fallait bien prendre acte qu'il y aurait plus de croissance que prévu aux États-Unis cette année, mais qu'elle ne reporte pas le pessimisme qu'elle avait sur 2023 en 2024, bien au contraire, vous l'avez dit, elle rehausse de 0,5 points, je crois d'ailleurs, ses prévisions de croissance sur 2024, ce qui n'est pas un petit relèvement. Est-ce qu'elle ne fixe pas un objectif, comme vous disiez, qui est presque chimérique, inatteignable? Et est-ce que ce n'est pas un moyen de se couvrir? En cas de défaut du scénario, est-ce que ce n'est pas un moyen pour la Fed de se couvrir en disant regardez, on n'est pas dans les clous du scénario que je projette, et donc je pivote. Et donc je deviens un peu plus symétrique, comme dit Wilfried. Oui, non, mais moi je pense que c'est prêté à la Fed trop d'intentions à la fois. Et trop d'intelligence. L'esprit rare du complot. On peut quand même accorder qu'il y a un peu de finesse peut-être dans les banques centrales. J'aimais beaucoup votre scénario, Grégoire. Il peut y avoir un billard à 3 bandes, pourquoi pas, mais je crois vraiment que c'est pour le moment la cible, c'est ce qu'on appelle le terme primia. Alors le terme primia, c'est toujours un prime moyen, de terme, on peut le dire en français. Non, mais c'est toujours un gros mot un peu économétrique qui simplement vient cacher l'idée qu'on souhaite qu'il y ait moins d'acheteurs de duration. Voilà. Et le moins d'achat de duration se manifeste aujourd'hui par cette remontée des taux. Et cette remontée des taux, finalement, c'est pas tellement effectivement lié à des modèles, à du terme primia ou de la prime de terme, etc., mais à simplement le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'acheteurs de duration. Et vous n'avez pas d'acheteurs. Pourquoi? Parce que... Et il y a des émissions majeures, de long terme, de dette long terme. Là, le Trésor américain émet massivement de la dette long terme. C'est plus juste les bills de trésorerie. C'est tout le problème, c'est ce différentiel d'équilibre entre l'offre et la demande, sachant que la demande n'est pas prête de se manifester, de mon point de vue, tant que la trajectoire des taux longs n'est pas soutenable. Et si vous prenez les projections, finalement, pour 2033 du Trésor US, projections que vous
normalisé par la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est vous allez avoir une augmentation des dépenses d'armement. Vous allez avoir vraisemblablement quand même une contraction de la croissance et donc une baisse des recettes. Il se trouve que les recettes ont déjà diminué de 1% par rapport aux prévisions précédentes sur l'année 2023. Vous allez avoir une augmentation des dépenses, une augmentation de la charge de la dette. Tout ça nous amène vers un déficit qui, à horizon donc dans 10 ans, sera plus de l'ordre de 12% que de 7,5% selon les prévisions. Et donc le 12 par rapport à 7,5, c'est quasiment 2 fois plus. Ah bah bien sûr. Il y a 10 ans, le Trésor disait, il y a 10 ans, comme en 2011, le Trésor US disait la dette sur PIB sera de 77% aux États-Unis. Aujourd'hui, on dit dans 10 ans, la dette sur PIB, elle sera de 180%. Donc vous voyez, en fait, il y a un vrai problème. Ce vrai problème, on l'a toujours caché sous le tapis, on l'a toujours poussé un peu en se disant, bon ben voilà, les générations futures paieront, et puis de toutes les manières, comme les taux ne montent pas, c'est finalement pas très grave. Le moment finalement de passer à la caisse est vraisemblablement arrivé. Et donc soit cet ajustement, il se fait de manière brutale, soit il se fait dans la durée. Je souhaite qu'il se fasse dans la durée. Malheureusement, les marchés financiers fonctionnent plutôt par marche d'escalier, et aujourd'hui, on est en train de descendre un escalier assez brutal. Sauf si on a de la croissance et qu'on accepte un niveau d'inflation un peu plus élevé, Exactement. qui est devenu une inflation structurelle. Alors après, on a oublié quelque chose qui pourrait stabiliser tout ça, c'est qu'on est tellement tous d'accord que les taux longs peuvent que remonter, que finalement, ça peut se stabiliser. Comme nous sommes Ça peut créer un phénomène de squeeze, quoi. Oui, comme à nous un sommes les moment. représentants parfaits du consensus, c'est que Bon, après, le moi, consensus a souvent tort. Et je me souviens quand même en début d'été, c'est vrai. j'ai pas de chiffres pour mettre ça, mais en début d'été, 3,80, 3,90 sur le 10 ans américain. Le dollar, lui, se détendait. On a marqué un point bas sur le dollar mi-juillet, je crois. Fin juin, début juillet. Beaucoup étaient à l'aise avec l'idée que, tiens, c'est le moment peut-être enfin de pouvoir reprendre un peu de duration. Donc, s'il y a des positions qui sont construites à ce moment-là, ça fait mal 2 mois après, quand même. Et on les voit tous les jours. Donc, Ouais, oui. c'est sûr. Ouais, on revient sur la politique là, McCarthy plaisir, quand même. avec Non mais plaisir. Alors, c'est rare et même historique de voir historique, un c'est speaker. la première fois dans l'histoire américaine. ouais, c'est absolument. ça. C'est la première fois dans l'histoire américaine. Leçon politique pour l'investisseur de cette situation. Alors, la leçon politique, c'est il faut effectivement le placer dans l'optique du délai de continuité qu'on a jusqu'au 17 novembre pour continuer à faire fonctionner l'État américain. Il faudrait qu'au 17 novembre, on ait des décisions budgétaires qui soient prises pour permettre à l'État fédéral de fonctionner. Évidemment, compte tenu de l'histoire récente de poste de speaker, effectivement, l'attractivité du poste, il y a un gros travail RH à faire, et je ne suis pas sûr que ça puisse être possible rapidement, et surtout que ça puisse être possible en réparant les fractures du bloc majoritaire. C'est ça le sujet, hein, qui est un sujet majeur. Sachant Juste petite parenthèse, donc c'est Matt Gaetz, hein, le leader trumpiste du caucus trumpiste. Hier, il a été obligé d'aller au micro des démocrates parce que la majorité des républicains, en soutien de Kevin McCarthy, refusaient de lui donner le micro pour qu'il puisse parler. Il est allé dans le camp démocrate pour avoir un micro ouvert et pouvoir s'exprimer au sein de la Chambre. Alors, et en plus, a priori, un des favoris pour succéder à Kevin McCarthy, c'est Tom Emmer. Donc Tom Emmer, c'est le représentant du Minnesota, qui travaille de façon très étroite avec McCarthy. Si c'est le cas, on a peut-être une chance d'avoir effectivement, et si c'est le cas rapidement, et c'est là où ce serait compliqué quand même d'avoir ça rapidement, mais d'avoir effectivement assez vite cette espèce de solution de continuité. En fait, ça vient renforcer, là je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, ça vient renforcer les doutes sur la solidité et la crédibilité budgétaire des États-Unis. Ça ne vient pas nécessairement attaquer la croissance américaine. On a vu que dans les derniers cas longs de shutdown, c'est-à-dire plus d'un mois, ça atteint 0,1, 0,2% du PIB. Donc, quand on a déjà un ralentissement, c'est gênant. C'est vrai que ça ne vient pas améliorer le moral, mais ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Ce n'est pas le plafond de la dette. Hein. C'est pas, le Trésor américain peut continuer à payer ses échéances. Néanmoins, ça renforce un peu le côté doute sur la solidité, la crédibilité et les fondamentaux budgétaires de l'État américain qui, normalement, sont au sommet de la pyramide financière mondiale. Et donc, effectivement, on a un sujet de demande maintenant sur la dette américaine. Ça vient continuer ce mouvement-là. L'idéal serait effectivement qu'on stoppe ce mouvement-là assez vite. L'état des Républicains me fait quand même là aussi largement douter de cette possibilité. Non, mais c'est à suivre. Hein, c'est largement à suivre, tout à fait. C'est passionnant. La politique américaine est encore plus passionnante que la nôtre, c'est dire. C'est vrai.
Attendez les élections européennes. C'est plus détendant, comme on n'est pas directement impliqué, ça permet d'avoir un peu de recul. C'est ça, Ah, c'est plus voilà. marrant à suivre. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça, on se sent un petit peu moins directement concerné. En parallèle des taux, bon, il y a quand même la question du dollar, parce que pour le coup, s'il y a des reconstitutions de primes de terme, de primes de risque sur les taux longs américains, lui, le dollar, visiblement, c'est one-way trade jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut dire du dollar spécifique, Étienne, et là aussi, où sont les coupe-circuits? Est-ce que 150 yens contre dollar, c'est un coupe-circuit? Alors manifestement oui, on a eu un beau coupe-circuit hier, mais qui a Donc la Banque du Japon est intervenue, hein, c'est ça? Vraisemblablement, Oui. puisqu'en fait le reflux de trois figures donc du dollar yen s'est produit sur un niveau qui tombe tout rond. Donc ce niveau qui tombe tout rond, vraisemblablement, il sent l'intervention humaine, même s'il peut y avoir des effets techniques liés aux options par exemple, mais il est beaucoup plus vraisemblable que Donc on a déjà une banque centrale qui a défendu là. Exactement. Après, dans l'histoire, les défenses de monnaie qui sont attaquées pour des raisons fondamentales ne durent pas très longtemps et montrent assez rapidement leurs limites. Il y a un an, ils avaient mis je ne sais plus combien de milliards ou de dizaines de milliards sur la table pour soutenir le yen. Un an après, ils se retrouvent toujours à 150. Hein. Oui, exactement. Et donc, moi, je pense que si on devait chercher finalement un petit peu plus de stabilité pour nos marchés financiers, il faudrait qu'on corrige cette anomalie qu'est cette dévaluation permanente du yen contre le reste des devises, pas simplement contre le dollar d'ailleurs, mais contre les devises asiatiques, dont on perçoit qu'elles créent des déséquilibres. Il n'y a pas simplement d'ailleurs le Japon qui est intervenu, mais les monnaies tout autour du Japon sont intervenues pour calmer leur dépréciation vis-à-vis du dollar, puisque c'était votre question. Donc les circuits breakers, ils existent, mais ils ont un potentiel d'efficacité qui est quand même limité. Beaucoup plus structurellement, il faut que la Banque du Japon en vienne à non plus acheter ou à faire baisser, donc à vendre des GGBs, donc des titres de manière un petit peu lilliputien, ce qui a des effets qui sont pour le moment limités, mais il faudrait qu'elle normalise. Et qu'elle normalise, donc ça se fait à partir d'une communication sur le long terme, de sorte que tout le monde soit bien préparé à ce changement de régime. Ensuite, pour le dollar US, on sait que le dollar américain, il fonctionne finalement, ou du moins il a tendance à s'apprécier dans deux environnements. Un environnement de marché de crise, valeur refuge, donc c'est le cas pour l'instant aujourd'hui. Encore plus lorsque, pour le coup, le différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis était élevé. Donc là, vous avez une attractivité du dollar américain. De quoi, différentiel de croissance et aversion au risque. Et donc, ce qu'il faudrait, et le troisième, pardon, en fait, il y en a trois. Le troisième, c'est le dollar est une monnaie contracyclique. Donc, quand le reste du monde décroît, eh bien, le dollar attire, tout ça, ça boucle, mais le dollar attire des capitaux. Donc, ce qu'il faudrait, c'est, on reboucle avec le sujet de la croissance, c'est-à-dire une inflexion tout d'un coup brutale qui peut se produire du cycle US, puisqu'on sait que la macroéconomie, ça n'est pas quelque chose de linéaire. Les choses, tout d'un coup, se précipitent. Ça peut être l'emploi vendredi, démontrant des signes un peu brutaux de fébrilité ou de faiblesse, pour que le différentiel de taux attendu, anticipé, se contracte et que finalement on ait une respiration sur les autres monnaies et un dollar qui baisse. Ouais, on aura d'ailleurs le rapport. Hein, c'est l'intérêt de ce shutdown reporté, c'est qu'on aura quand même les chiffres. Les chiffres d'emploi pour les financiers. On ne sait pas si les parcs américains ouvriront, mais au moins on aura nos chiffres. Eric, on dit un mot des actions, c'est quand même Smart Bourse. Il nous reste 6 minutes. Non, mais je vais rebaptiser l'émission Smarto ou Smart Obligataire, j'en sais rien. Non, mais un mot des actions. Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce qu'on est engagé dans quelque chose là qui est plus compliqué qu'un retracement de, je sais pas, 4-5%, ce qu'on a vu jusqu'à présent? Elle résiste. Alors, si on a un certain recul, on dit elle résiste pas mal par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Donc je pense qu'il faut toujours y être. De toute façon, c'est les actions ou le monétaire. Ou rien. Non, le monétaire. Mais je pense qu'on va avoir la réponse assez vite là. Oui, mais attends, parce que les actions monétaires, oui, il y a plein de gens qui vont dire monétaire, monsieur. À 4%, je non. Non. Enfin, non. Le problème, c'est qu'on peut pas tout vendre un portefeuille. C'est clair. Donc, c'est des moments pour racheter des titres qu'on a loupés.
et bien s'assurer que ton portefeuille soit bien diversifié quand il y a autant de croissance mais quand on n'a pas un scénario macroéconomique, c'est compliqué. Hein. En fait, moi, la seule chose que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rebond et que je vends. Enfin, mais c'est ça. Mais déjà, la logique a changé. On achète plus les creux, mais ça fait déjà un moment. Ça fait un petit moment que je dis que bien que je sois contrariant, toujours, je touche pas en fait. Je touche pas et j'espère ne pas avoir celle qui se perd moins 15 parce que ça fait. En fait, le paradoxe, c'est que les indices se tiennent et à l'intérieur, c'est juste un jeu de massacre en fait. Oui, je suis d'accord. Et ça bouge très vite. Donc, sur un portefeuille, on peut rien faire. Il faut juste vérifier que vos actions soient solides et puis même être persuadé que c'est bon et que profiter des excès. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est facile. Mais c'est compliqué. Donc, j'ai pas vraiment de. Il faut juste s'assurer qu'on a bien 20, 30, 40% de cash et puis pour profiter des à-coups qu'on a. Mais faut pouvoir apporter de la liquidité quand il y a de l'intérêt à le faire. Même si j'ai un moins 10, je suis pas à l'aise à y mettre le doigt. Donc en fait, je suis pas à l'aise pour l'instant. Donc je préfère louper un peu si jamais une reprise et attendre de voir. Et attendre le rebond. Non, mais attendre de voir. Donc, pour l'instant, vous loupez rien. Voilà, mais on aura à peu près, avec les résultats qui viennent, déjà une vision des choses. Déjà, ne serait-ce que pour estimer les valorisations de marché avec les bénéfices par action et les perspectives qui seront offertes par les entreprises. Oui, puis peut-être voir un peu plus clair sur ce qui est valorisé, comment, etc. Quoi. La crainte que j'ai, c'est simplement que même si vous avez des bons résultats, il suffit que le chef d'entreprise dit on voit pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires. Et là, voilà. Ce qu'on veut entendre, c'est de la sécurité. Voilà, la sécurité. Enfin, même croissance, pas grand-chose, mais ce qu'on veut entendre, c'est des boîtes qui nous donnent la feuille de route pour 5 ans. Non, pas pour 5 ans. Non, mais oui, je comprends. Un peu d'assurance. Aujourd'hui, on écoute Étienne, c'est 10 ans. Wilfried, sur la logique pour un investisseur, alors pas que sur les actions, encore une fois, et voilà, l'univers d'investissement aujourd'hui s'est considérablement élargi, agrandi par rapport au dernier cycle. Oui, tout à fait. Alors effectivement, là où je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, il ne faut jamais oublier une des grandes phrases que je répète régulièrement, et je vais vous faire plaisir, Grégoire. Sur les marchés, le monde se divise en 2 catégories, les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience, les optimistes font de l'argent. Voilà, faut jamais on peut faire les deux, hein, mais voilà, il faut jamais oublier ça. Et effectivement, c'est extrêmement dur de rentrer dans des marchés qu'on a quittés, parce qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas y rentrer. Donc effectivement, l'investissement, c'est quand même la base pour gagner de l'argent. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'effectivement, la partie taux offre des rendements qui sont intéressants, à condition, et je rejoins totalement Étienne sur ce sujet-là, de ne pas prendre trop de duration aujourd'hui. Je pense que prendre aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité qu'on a sur le niveau final des taux, aller très loin en duration, ça me paraît compliqué. Néanmoins, commencer effectivement à avoir des positions obligataires qui permettent d'avoir un rendement dans le portefeuille relativement courte, ça paraît relativement raisonnable. Sur la partie action, moi, j'approche les choses d'une façon qui est très en termes techniques barbell, c'est-à-dire en fait à la fois prendre des actions très défensives, hein, c'est-à-dire on a cité, on peut voir par exemple la santé, hein, qui a relativement bien résisté avec des niveaux de valorisation qui sont relativement faibles, et en parallèle avoir aussi des actions technologiques qui, on le sait, dès qu'on a la moindre bonne nouvelle, en particulier sur la partie taux, partent extrêmement vite, et quand on n'y est pas, en fait, plombe les portefeuilles en termes de performance. Donc effectivement, avoir cette espèce d'approche évidemment diversifiée, mais ça c'est un truisme qu'on répète régulièrement, tout le monde, hein, on doit diversifier, mais surtout effectivement avoir à la fois la partie défensive et la partie agressive, que ce soit technologique, luxe, bien dans les portefeuilles pour pouvoir gérer les 2 scénarios de marché. Moi je ne mettrais pas de défensif en fait, parce que en fait, le défensif est juste au rassure pour être dedans, mais il n'y a pas grand chose à gagner. Je préfère être en cash et puis mettre un peu plus, marketer un peu les choses, mais oui, d'accord. Mettre un peu plus de joker, parce qu'il y a un risque de gain plus important. Disons que je gère la symétrie. Voilà. Ah oui, effectivement. 40 secondes, Étienne, comment on bat le cash là ? En 40 secondes. Étienne, en 40 secondes. Sur 10 ans. Faire le cash, sur 10 ans. C'est bien. Faire le cash, il y a plein d'options aujourd'hui. Oui, mais encore faut-il les implémenter. Donc effectivement, moi je pense que cash is king, que en effet, si on veut aller chercher du taux, c'est vraisemblablement sur le très court, pour ne pas prendre de risque de duration. La duration paraît, donc les taux
niveaux, on va dire, au-delà de 5 ans me paraissent encore compliqués et asymétriques en termes de rendement. Le rendement peut se trouver notamment d'ailleurs sur plutôt le 0-2 ans américain, où là non seulement vous touchez du 5,5 ou du 6, mais en plus vous bénéficiez de l'appréciation pour le dollar, et tout le reste, je n'y touche pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Étienne de Marsac, Sony Asset Management, Wilfried Galland, Montpensier Finance, et Éric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sous l'angle des marchés, bien sûr. Nous en parlons ce soir sous l'angle de la gestion d'actifs et de ce que l'IA apporte aujourd'hui à l'industrie de la gestion d'actifs et aux sociétés de gestion. C'est François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS, qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Donc en quelques mois, en un an à peine, tout le monde est devenu spécialiste de l'IA avec l'avènement de l'IA générative, qui est une nouvelle brique technologique, on va dire, en tout cas un nouvel usage de l'IA. ChatGPT, novembre 2022, je crois qu'on a tous un peu le calendrier en tête. Et donc tout un vocable qui inonde aujourd'hui nos actualités. Si on essaye de donner ou redonner peut-être les caractéristiques de l'IA, qui n'a pas été inventée avec ChatGPT, je le rappelle, François, qu'est-ce qui définit pour vous l'intelligence artificielle de la manière la plus simple et de la manière la plus transparente et claire pour tout le monde? Oui. Merci d'abord Grégoire de m'avoir invité. Effectivement, l'intelligence artificielle dont on parle à longueur de temps aujourd'hui, en fait tout simplement c'est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine en utilisant des algorithmes de calcul. Son but en fait c'est imiter le fonctionnement, ou en tout cas le résultat que pourrait donner un cerveau humain. Et aujourd'hui, l'IA, vous l'avez dit, c'est un terme un peu fourre-tout qui sert globalement à désigner tout ce qui est relativement complexe, qui, jusqu'à un temps très récent, était un peu l'apanage de l'être humain. C'est des choses comme communiquer avec des clients via des chatbots, ou bien encore jouer aux échecs. Et le terme, aujourd'hui, il est utilisé souvent de manière un peu interchangeable avec machine learning, avec deep learning, un peu des termes comme ça. Il y a cependant des différences assez importantes qu'il faut, je pense, comprendre avant de détailler un peu les applications que peuvent avoir l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles pour la gestion d'actifs. Le machine learning, tout simplement, en fait, c'est axé sur la création de systèmes qui apprennent ou qui s'améliorent en regardant, en étudiant un nombre important des données qu'ils traitent. Donc, la machine learning, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas au machine learning. Ouais. Et puis pour revenir sur ce qui fait le buzz depuis novembre 2022, bientôt un an, c'est l'intelligence artificielle dite générative. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle, donc des algorithmes qui en fait créent du contenu, créent du texte, créent des images, créent aussi du code, même si on en parle moins, mais ça a des implications très importantes pour l'ensemble de l'industrie, du jeu vidéo par exemple, mais de la gestion d'actifs aussi. Donc à retenir, l'intelligence artificielle, elle crée du contenu quand elle est générative. Et l'intelligence artificielle, elle n'est pas seulement générative. L'intelligence artificielle, elle peut avoir d'autres fins. C'est par exemple aider pour des assistants pour faire de la conduite de voitures autonomes ou bien encore pour prendre des décisions. Et puis le dernier volet, on entend beaucoup le mot conversationnel. Ouais. Effectivement, lié à l'intelligence artificielle générative. C'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler, mais c'est ça qui fait qu'on en parle énormément aujourd'hui. C'est tout simplement la capacité qu'on peut avoir avec un Bard, avec un ChatGPT, à poser une question en français et à recevoir une question en français, un français grammaticalement et syntaxiquement parfait. Si on en vient aux usages, alors, dans le monde de la gestion d'actifs, à commencer par le métier principal des sociétés de gestion, qui est d'investir ou de gérer des actifs pour le compte des clients. Si on est dans la dimension investissement, quels sont les usages déjà en place aujourd'hui pour votre industrie et pour une société de gestion comme la vôtre, François? Oui, c'est vrai que la gestion d'actifs, en fait, ça constitue un terrain de jeu, je dirais, presque idéal pour l'intelligence artificielle. Parce que par nature, c'est un monde dans lequel on utilise énormément de données. Bien sûr. Et les données, c'est vraiment l'or noir de l'intelligence artificielle. Alors les applications possibles dans l'investissement spécifiquement dit, elles sont nombreuses, autour de la détection de signaux par exemple, autour de la construction, l'optimisation de portefeuilles, ou bien encore autour du trading. Alors si je commence par le trading, parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une composante essentielle du trading
algorithmique. Un cas d'usage utilisé régulièrement, c'est tout simplement essayer de minimiser des coûts de transaction tout en pouvant réaliser l'opération dans un délai de temps défini. Et ça se fait grâce à des techniques d'apprentissage par renforcement utilisées depuis de nombreuses années par des hedge funds spécialisés. Ouais. Deuxième élément, c'est vraiment un peu le cœur du métier, c'est la construction, l'optimisation de portefeuille. Pour ça, il existe des techniques classiques, on va dire, de construction de portefeuille, et l'intelligence artificielle pourrait améliorer encore ces techniques pour permettre d'optimiser la construction de portefeuille. Après, on n'en est pas encore là. Si on regarde un robo-advisor, un des plus grands robo-advisors américains, qui a justement essayé de travailler sur ces techniques en essayant de changer la façon de construire ses portefeuilles, il a annoncé récemment qu'il allait abandonner l'intelligence artificielle pour l'optimisation de ses portefeuilles. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui La raison est assez simple, c'est-à-dire que quand il y a eu ce qu'on appelle le use case, donc les tests, finalement les données qui étaient utilisées pour la construction et l'apprentissage du modèle, dans ce jeu de données, on va dire dans ce monde défini, le modèle se comportait mieux que les modèles classiques. Mais quand finalement il a été lâché dans le grand bain, il a été un peu utilisé dans le monde réel, et là on s'est rendu compte que les portefeuilles construits étaient moins performants que des portefeuilles construits avec des techniques classiques. Donc on voit du potentiel, mais pas encore forcément des concrétisations. En tout cas, elles ne sont pas immédiates, elles ne sont pas faciles. C'est ça. Il y a des limites, on y reviendra, mais la limite aujourd'hui des usages et des applications issues de l'intelligence artificielle. Et puis il y avait la détection de signaux, comme vous dites, François. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que l'IA vient apporter à ça ? Ça, je pense que c'est le plus intéressant pour une utilisation, une diffusion large des techniques d'intelligence artificielle. On a par exemple, nous travaillé avec une fintech qui utilise ce qu'on appelle du NLP, c'est-à-dire du traitement de langage naturel combiné avec du deep learning pour en fait pouvoir nous aider à détecter des indices de fraude. C'est-à-dire, pour faire ça, étudier en détail de façon automatique tous les rapports comptables qu'on peut trouver sur Internet concernant une entreprise pour détecter des tendances, des patterns qui seraient peut-être révélateurs d'une fraude et qui finalement font sonner un buzzer, si vous voulez, et qui ensuite forcent les analystes ou les incitent à aller regarder plus en détail cette entreprise. Voilà. Et on travaille là, c'est tout nouveau, parce que l'IA générative c'est plus récent, on travaille là sur une utilisation de l'IA générative pour être capable de générer assez rapidement ce qu'on appelle une fiche société, c'est-à-dire la description d'une société qui utilise des données publiques, qui utilise aussi nos propres données, et puis aussi ce qu'on appelle le bruit médiatique disponible pour avoir aussi un sentiment sur l'appréciation donnée par les marchés, donnée par les réseaux sociaux sur l'entreprise en question. Vous fonctionnez, alors, société de gestion, c'est une société qui a des opérations comme n'importe quelle autre société. De ce point de vue-là, si on met de côté la partie marché, la partie investissement, François, qu'est-ce que l'IA apporte dans l'efficacité de fonctionnement d'une société, quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence celle que vous présidez, Arkéa IS ? Oui, c'est vrai, il y a l'investissement, je viens d'en parler, et il y a aussi tout ce qui est un peu connexe à l'investissement. Là, il y a des sujets qui concernent toutes les industries qui sont évidents autour de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, autour de un peu l'optimisation de parcours utilisateur ou d'interface client, ou bien encore tout simplement de la conformité, qui est quelque chose vraiment central pour évidemment tout ce qui est l'industrie financière. Alors sur l'efficacité opérationnelle, c'est des choses simples. On a des algorithmes de machine learning qui existent, qui peuvent permettre d'automatiser des tâches répétitives. C'était déjà fait avec des systèmes plus déterministes, mais là ça aide à être encore plus performant. Et puis sur interface parcours utilisateur, finalement avoir une meilleure connaissance du client possible grâce à l'IA, ça permet de développer des produits, ça permet de développer des services pour que le client perçoit encore plus la valeur ajoutée, et puis aussi pour le fidéliser. Là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est beaucoup plus aujourd'hui un peu l'apanage d'un distributeur. Il ne faut pas oublier qu'en gestion d'actifs, on est en B2B2C, donc très souvent on est en partenariat avec des distributeurs qui adressent le client qui sont face au client retail. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui. On regarde par exemple les robo-advisors. Les robo-advisors, certains sont à la fois sociétés de gestion et en même temps distributeurs directs, parce qu'ils adressent en direct des clients via Internet. Et on voit que les efforts d'investissement autour de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus sur la fonction de distribution, optimisation des parcours, que sur l'investissement. Que construction de portefeuille, c'est ce que vous disiez effectivement avec l'exemple du robo-advisor américain. Sur la partie compliance sur la partie compliance, tout simplement, les techniques d'IA, j'en ai parlé un tout petit peu, mais elles permettent en théorie de détecter des fraudes de façon beaucoup plus robuste et puis satisfaire aux exigences de conformité. Donc ça, nous, on le fait. Et puis on voit aussi que les agences de régulation, les organismes en charge s'y sont mis. La SEC aux États-Unis
Elle a fait ça, utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour être plus efficace, pour débusquer des fraudes comptables. Et puis en France, l'AMF, elle a également construit son propre outil de régulation sur lequel elle commence à appliquer des modèles de machine learning pour détecter les opérations suspectes. Il ne faut pas oublier, l'AMF, j'ai un chiffre qui date un peu, même 2021, mais la base ICY de l'AMF en 2021, c'est 110 milliards de lignes. Donc on voit bien à quel point ce genre de matière brute se prête à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour débusquer des fraudes ou des opérations suspectes. Au-delà de l'enthousiasme qui a été généré, encore une fois, par l'avènement du GPT, de l'IA générative, quelles sont les limites à ce stade sur le plan professionnel, sur le plan de la gestion, sur le plan de l'efficacité d'une entreprise? Où est-ce qu'on n'est pas encore à l'aise avec les usages de l'IA, par exemple, François? Oui, on voit qu'il y a un terrain de jeu ou un potentiel vraiment énorme, mais vous avez raison, et c'est à mon avis critique de poser cette question. Quelles sont un peu les limites? Quelles sont les choses qu'il faut vraiment regarder attentivement? Il y en a un, le premier, il n'est pas spécifique à l'IA, c'est tout simplement la qualité, l'intégrité des données. C'est le fameux garbage in, garbage out qui s'applique pour tous les modèles. Dès qu'on a un jeu de données qui derrière est transformé pour fournir des informations, si le jeu de données est faux, forcément, si c'est vicié, ça ne marche pas. Dans l'intelligence artificielle, c'est encore plus complexe, car il y a un peu un effet souvent boîte noire, j'y reviendrai, qui rend beaucoup plus difficilement explicable les données fournies en sortie. Donc il s'agit en premier lieu d'être certain de la qualité des données en entrée. Donc le deuxième effet, c'est le côté black noir, c'est ça? Voilà, celui-là, c'est je pense le plus problématique. C'est tout ce qui est autour de l'opacité, tout ce qui est autour de la complexité. On a en fait des modèles d'IA qui peuvent prendre des mauvaises décisions basées sur des déductions incorrectes. Ou bien encore plus, et là on le voit vraiment dans l'IA générative, c'est produire du contenu qui tout simplement est faux. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination des modèles. Là c'est vraiment une nouveauté de l'IA. Je pense qu'il ne faut pas oublier comment fonctionne l'IA générative. Je prends cet exemple parce qu'il est important. L'IA générative, on a l'impression que ça fonctionne comme un cerveau humain. Je pose une question en français, on me répond en français, c'est quasiment comme si j'interagissais avec vous sur un plateau ou avec et parfois dans un meilleur français même qu'une personne humaine. C'est parfait. Mais il ne faut pas oublier, l'IA générative, ça fonctionne en fait de façon très différente. Je trouve qu'il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est de dire l'IA générative, c'est un perroquet stochastique, un perroquet probabiliste. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que comment ça fonctionne? Un mot qui va être fourni par un Bard ou un chat GPT dans une réponse, comment est-ce qu'il est produit, ce mot? En fait, il y a une analyse de la probabilité qu'on a d'avoir ce mot qui suit le mot d'avant dans le contexte de la question. Donc finalement, le contenu, il semble avoir du sens, mais c'est surtout notre cerveau qui, en lisant les paragraphes, lui donne du sens. Le modèle qu'il a construit, il n'a aucun sens au mot qu'il fournit, c'est uniquement de la probabilité. Ça veut dire que ça va peut-être réduire la nécessité d'un contrôle humain, mais quand il y aura besoin de contrôle, ce contrôle-là, il devra être plus fort que jamais, d'une certaine manière. Moi, je pense que ça va augmenter la nécessité de contrôle humain. C'est-à-dire que ça va ouvrir un champ des possibles énorme, mais on voit bien qu'il est indispensable d'avoir un contrôle très précis. Parce qu'en plus, l'intelligence artificielle générative, elle est extrêmement assertive. Certaines fois, elle dit je ne sais pas. D'ailleurs, elle peut affirmer des choses, bien sûr. Mais par contre, elle affirme des choses, comme vous l'avez dit, bien écrites, qui ont toute l'apparence de la réalité, mais c'est complètement faux. Et ça, c'est très difficile à détecter, parce qu'on ne sait pas exactement, justement, comment le modèle a fonctionné pour arriver à produire le contenu qu'il a produit, que ce soit du code, une image ou bien encore du texte. Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous éclairer sur ces enjeux industriels pour le monde de la gestion d'actifs, l'intelligence artificielle, effectivement. Et tout le monde est en train de regarder ces sujets sur le plan industriel également, pas que sur le plan de l'investissement et sur les marchés. François Deltour qui est avec nous, le président du directoire d'Arkea IS, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci.